Bonjour Jean-François Guéraud. Bonjour. Vous nous avez parlé dans une précédente interview des logiques de guerre mises en place par le système financier pour étendre son emprise. C'est le sujet que vous traitez dans L'Art de la guerre financière, publié chez Odile Jacob. Mais il y a plus dans cet ouvrage puisque vous vous intéressez à l'aspect criminel des puissances de la finance. Alors je vous cite pour commencer, toutes les crises financières issues de la dérégulation des marchés à partir des années 80 ont comporté une dose déterminante de fraude. Est-ce qu'il faut en conclure que la criminalité est finalement inhérente au système financier ? Je ne dirais pas que la criminalité est inhérente au système financier, même s'il y a du crime dans la finance comme il y en a dans tous les secteurs sociaux. Ce qui me semble important de comprendre, de bien identifier, de bien caractériser, c'est que le capitalisme a changé profondément de visage à partir des années 80. Fernand Braudel nous a expliqué que le capitalisme était changeant et mutant à travers l'histoire et que ce capitalisme est devenu profondément mondialisé, financiarisé et dérégulé, ou peut-être profondément financiarisé parce que dérégulé. Il est radicalement différent du capitalisme de la période précédente, celui qui était né dans les années 30, qui était un capitalisme de type fordien, keynésien et régulé. Et ce capitalisme financiarisé et dérégulé est essentiellement criminogène. Je ne dis pas criminel, je ne porte pas de jugement sur son essence, je dis criminogène, c'est-à-dire qu'il est porteur à la fois d'incitation au sens économique et d'opportunités au sens sociologique à la fraude qui sont tout à fait inédites et qui prennent aujourd'hui un visage souvent systémique. Donc en fait, c'est qu'on a perdu quelque part le compromis fordiste. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. On l'a perdu, ce compromis en la matière, comme on l'a perdu dans la répartition de la valeur ajoutée entre le travail et le capital. Et d'ailleurs, les deux phénomènes sont très liés. La montée des inégalités et la montée des fraudes sont des phénomènes qui entretiennent une relation certes de corrélation, mais aussi parfois de causalité. Alors, on va parler de ces crimes en eux-mêmes. Vous dites que l'ampleur des pratiques frauduleuses oblige à repenser les catégories criminologiques utilisées jusque-là pour comprendre les crimes des élites financières. Les références classiques, criminalité en col blanc, criminalité entrepreneuriale, semblent dépassées et désuètes. Alors, comment est-ce qu'on peut, malgré cela, essayer de caractériser cette criminalité ? J'ai essayé de proposer un nouveau concept dans ce livre, comme d'ailleurs dans le précédent. Je parle de criminalité organisée en col blanc. Il est évident que lorsque l'on observe in concreto la manière dont les grandes institutions financières se sont comportées à la fois dans la crise des subprimes, mais aussi dans les grandes affaires de blanchiment d'argent impunies, et je pense aux affaires HSBC ou Wachovia, on voit très bien qu'il ne s'agissait pas d'individus isolés, mais bien de toute l'entreprise ou d'une grande partie de l'entreprise qui avait décidé d'utiliser son affectio societatis pour commettre des fraudes de manière très consciente. Mais alors, comment expliquer cette impunité en quelque sorte ? Comment expliquer que ces crimes ne soient pas davantage condamnés ? Alors, il y a de multiples raisons et on pourra en parler pendant une journée entière. La première, ce qui me semble le plus important, c'est qu'il y a une véritable capture intellectuelle, sociale et cognitive du monde politique par le monde de la finance qui est généré très concrètement par le phénomène des portes battantes et de revolving doors. Il y a subitement une espèce de nouvelle classe sociale qui s'est constituée et qui a une vision commune du monde. La deuxième raison tient au fait que les crimes financiers sont, de par leur nature, particulièrement difficiles à isoler intellectuellement et matériellement. Ils n'ont rien d'évident. Et puis, troisièmement, il est évident que lorsque le lobby de la finance finance la politique dans les grandes largeurs, comme c'est le cas aux États-Unis, jamais un système politique ne va les mordre la main qui la nourrit. Et puis on peut même rajouter une quatrième raison qui avait été exprimée par le ministre de la Justice des États-Unis, Eric Holder, après la crise des subprimes, engager des poursuites pénales contre les grandes institutions financières, c'est prendre le risque à un moment donné de rajouter du chaos au chaos, c'est-à-dire du risque de chômage supplémentaire et d'instabilité financière. Donc on voit bien qu'il y a de la crainte révérentielle et surtout une transformation profonde des rapports de pouvoir et de puissance entre le politique et le financier. Et alors comment est-ce qu'on fait pour lutter contre cette criminalité ? Est-ce qu'il faut compter sur une impulsion qui viendrait de la société civile ? Par exemple, comment est-ce que vous interprétez les révélations des Panama Papers ? Est-ce un coup porté aux puissances financières dans le cadre de la guerre que vous nous décrivez ? Méfions-nous des émotions médiatiques et politiques, tout ça passe en général très vite. Et s'imaginer qu'il n'y a qu'un petit territoire à l'autre bout du monde qui soit responsable de ce type de comportement frauduleux, ce serait s'illusionner. En réalité, il y a des dizaines et des dizaines de paradis fiscaux et bancaires
à travers le monde et ce pays n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Guéraud pour cet éclairage. Pour ceux qui veulent en savoir plus, L'art de la guerre financière aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci.